Dans les montagnes de la région méridionale de Zeyn, dans la province de Shanxi, un homme aux cheveux blancs cracha du sang et un groupe de personnes l'entoura, le regardant. Le chef de ce groupe dit à l'homme aux cheveux blancs, l'appelant le jeune chef de la secte, de simplement abandonner et mourir. L'homme aux cheveux blancs se contenta de rire et lui répondit qu'il savait qu'il y avait un mal qui voulait le tuer, mais que ce serait eux, une équipe de sanguinaires, car ils avaient passé tant de temps côte à côte. L'homme qui lui avait précédemment parlé enleva son masque et dit ensuite que la secte démoniaque actuelle avait besoin de changement et que, pour leur bien, l'escouade de 100 viciés avait décidé de le tuer malgré toute l'amertume dans leur cœur. En entendant ces paroles, l'homme aux cheveux blancs maudit les mots de changement et dit qu'il cherchait simplement à inventer des excuses pour son meurtre, et maintenant cela signifie même que le serment d'allégeance à l'escouade de loyauté vicieuse est sans valeur face à la force. La fille leva son épée en l'air et lui dit qu'il pouvait penser ce qu'il voulait. L'homme aux cheveux blancs, regardant son reflet dans l'épée, se demanda s'il allait vraiment mourir, mais il s'opposa fermement à cette idée, se leva et prit une pose d'attaque, affirmant que son père était le chef d'une secte démoniaque et qu'il était temps de montrer que la pomme n'était pas tombée loin de l'arbre. Le jeune homme s'appelait Shen Wolbeck, il avait 17 ans mais était déjà un jeune chef d'une secte démoniaque. Il voulait dire à ses gars qu'ils allaient l'attaquer maintenant, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase, car soudain un homme tomba sur lui par derrière et le fit tomber. L'homme sans veste reprit ses esprits et demanda immédiatement où il était. Le gars qui était tombé sur Shen Wolbeck s'appelait Kim So-jin, il avait 28 ans et, après 4 ans à l'institut pédagogique, 2 ans de service militaire et 2 ans de préparation à l'examen de certification des enseignants, il avait enfin réussi l'examen de certification des enseignants. Mais Kim So-jin n'avait pas vraiment envie d'étudier, et la seule chose dont il rêvait était un revenu décent et stable. Mais que faire si les prix de l'immobilier augmentent plus rapidement que les salaires en ce moment? Kim So-jin cherchait obstinément des informations sur son téléphone et pensait que même si les prix de l'immobilier augmentent, les gens n'ont pas besoin de mourir car il existe des moyens d'augmenter l'argent 100 et 1000 fois plus, par exemple les actions et les crypto-monnaies. Dès que Kim So-jin en trouva une, il devint immédiatement contrarié et se mit à pleurer car tous ses actifs s'étaient détériorés. Le lendemain, lors d'une sortie scolaire, l'enseignante hurla aux enfants de se mettre en ligne et de se rendre ensemble à la tombe royale, mais voyant qu'elle n'avait aucun succès, elle demanda à Kim So-jin de s'occuper des enfants, car elle avait mal à la gorge et ne pouvait pas crier fort. Quand elle dit ça et qu'elle n'entendit pas de réponse, elle se tourna vers lui et fut extrêmement surprise car il était complètement absorbé par son téléphone et en plus, il jurait à voix basse. Voyant un tel spectacle, elle eut peur de le déranger et prit en charge les élèves. Après un certain temps, à l'intérieur du bâtiment, Kim So-jin pensa qu'il voulait mourir et qu'il devait aussi s'occuper de ses petits. Et quand il avait déjà décidé de sortir et de se détendre, il vit que le gars entrait dans la zone interdite qui était attachée avec un ruban spécial pour ne pas la manquer. Surpris par cela, Kim So-jin réfléchit et se dit qu'il ne pouvait pas voir son visage à cause de l'obscurité, mais que son uniforme était certainement celui de son école. Après avoir réfléchi, il soupira et le suivit, disant que ces maudits ne vous laissent même pas être tristes. Après avoir fini de grogner, Kim So-jin ouvrit la porte et fut extrêmement surpris car au lieu de la petite pièce habituelle en ruine, il vit un très long corridor en désordre. Voyant tout cela, Kim So-jin regarda autour de lui et se demanda s'il y avait vraiment un tel endroit dans la tombe royale. Mais en regardant le corridor, Kim So-jin vit qu'à son extrémité, l'élève tournait dans l'autre direction. Le rattrapant rapidement, il lui cria qu'il ne pouvait pas entrer ici. Lorsqu'il voulut répondre, le dénommé Udakwa se tourna vers Kim So-jin et fut surpris de le voir ici. Kim So-jin fut lui aussi surpris de le voir et lui demanda pourquoi une personne aussi calme que lui faisait de telles choses. Udakwa, avec un visage sérieux, lui dit qu'il ferait mieux de se dépêcher de partir d'ici, car sinon une malédiction puissante s'abattrait sur lui. Kim So-jin ne le croyant pas soupira, puis cria à nouveau et lui demanda si c'était tout ce qu'il avait à dire, mais qu'importe, il devait bouger et partir. Il allait continuer, mais soudain il vit une lumière brillante sur le côté. En se tournant, il vit des montagnes d'or et de bijoux. Surpris par cela, Kim So-jin se tut un moment et se dirigea vers l'or. Prenant une pièce dans sa main, il la vérifia pour voir si elle était réelle, mais voyant que la pièce ne se pliait pas, Kim So-jin décida qu'elles étaient vraiment en or pur. Udakwa s'approcha également de la montagne d'or, en prit une pièce et l'examina attentivement. Il vit que de petits esprits volaient autour d'elle. En les voyant, il confirma ses suppositions selon lesquelles des esprits maléfiques vivaient dans les pièces. Au même moment, Kim So-jin éclata de rire et dit ensuite que c'était très bien, car la mobilité dans leur société n'était qu'un rêve et qu'il n'y avait que 2 choses à changer, l'action et la crypto-monnaie. En disant cela, Kim So-jin mit la pièce d'or qu'il tenait dans sa poche, puis commença à enlever ses vêtements extérieurs. Il continua à dire que lorsqu'il avait perdu tout son argent après des mois de croissance des actions et des crypto-monnaies, il avait pensé que le ciel l'avait maudit. Kim So-jin enleva ses vêtements extérieurs jusqu'au bout, les remplit d'or et les attacha. Ensuite,
il continua à dire que tout le monde a une chance dans la vie et qu'il n'était pas idiot pour simplement la gaspiller. Ayant dit cela, il continua à ramasser des pièces d'or, tandis qu'Udakwa l'appelait enseignant et lui disait qu'à ce rythme, il pourrait être maudit. Kim Sojin lui demanda alors ce que cela signifiait, car sa vie était déjà un enfer et qu'il pouvait bien être maudit, car dans ce monde, on ne peut pas vivre une vie calme et heureuse sans argent. À la seconde suivante, le sol sous leurs pieds se fissura et s'effondra, et Kim Sojin entendit une voix lui dire que celui qui avait troublé les chambres du roi méritait une malédiction, et qu'il devrait traverser ce monde, affronter des épreuves et vivre parmi les morts pour le reste de sa vie. Entendant de telles paroles, Kim Sojin fut très surpris. Mais sa solitude ne dura pas longtemps, car il ressentit bientôt une terrible douleur qui envahit tout son corps. Ensuite, une fenêtre de système apparut devant lui, l'informant qu'il s'était réveillé en tant que joueur et qu'il avait également obtenu la classe de nécromancien. Il reçut la compétence de créer un squelette, mais il ne pouvait utiliser cette compétence qu'après avoir tué un ennemi. Lorsque le système lui annonça tout cela, Kim Sojin tomba sur Shin-Walbeck, se réveilla et se frotta les fesses. La première chose qu'il regarda fut son pantalon et il se demanda pourquoi il était si lâche. Puis, en regardant ses mains et voyant qu'elles avaient aussi rétréci, Kim Sojin réalisa immédiatement qu'il avait rajeuni. Ensuite, il remarqua une foule de personnes masquées qui l'entouraient. Après les avoir vues, Kim Sojin se demanda quel genre de mascarade c'était et pourquoi ils le regardaient ainsi. Après cette question, il tourna la tête et vit un homme allongé avec le cou tourné à 90 degrés. Aussitôt, Kim Sojin pensa l'avoir tué, mais le système lui annonça que la condition était remplie et que, puisqu'il avait personnellement tué cette personne, il pouvait la faire apparaître en tant que squelette. Kim Sojin fut pétrifié par cela, mais remarquant les étincelles de l'épée en sa direction, il commença immédiatement à esquiver. La fille qui l'attaquait dit qu'il était impossible de laisser des témoins, donc il devait être tué. Après avoir entendu ces paroles, Kim Sojin suggéra que c'était tout à cause du fait qu'il avait tué leur allié. Puis, s'éloignant lentement d'eux, il leur dit d'une voix tremblante qu'ils devaient l'écouter, car c'était juste un accident et qu'il fallait donc se calmer, car il était tombé accidentellement du ciel. L'un des hommes masqués hurla qu'il allait mourir. Kim Sojin commença immédiatement à s'enfuir, pensant que les mots étaient inutiles ici, mais dès qu'il bougea, il trébucha. Les hommes masqués le rattrapèrent et la fille lui transperça immédiatement l'épaule avec son épée. Une seconde plus tard, Kim Sojin poussa un cri très fort. La fille lui dit que c'était pour avoir tué le jeune chef à leur place, et qu'elle l'enverrait sans douleur dans le prochain monde. Après ces paroles, Kim Sojin se demanda ce qu'elle voulait dire, car elle l'avait transpercé avec une épée. Puis, ressentant une douleur encore plus intense, Kim Sojin se demanda s'il était vraiment en train de mourir aussi pitoyablement dans une forêt incompréhensible au fin fond du monde. Après ces questions, il commença à se souvenir de tout ce qu'il avait vécu dans sa vie, puis serrant le poing contre la terre, il pensa qu'il n'avait même pas dépensé ses pièces d'or et qu'il était déjà en train de mourir. Au même moment, une fenêtre de système apparut devant lui, lui indiquant qu'il pouvait invoquer un squelette et lui demandant s'il le voulait. Normalement, Kim Sojin se serait inquiété de ses possessions en premier lieu, mais dans un moment de désespoir, l'excitation est un véritable luxe. Dès que Kim Sojin vit cette notification, il cria le mot « invoqué » très fort, et au même moment, l'endroit où il était allongé s'illumina intensément. À cause de cela, les personnes qui l'entouraient durent reculer et cacher leur visage face à l'éclat lumineux. En même temps, Kim Sojin reçut un message du système lui indiquant qu'il avait invoqué un squelette pour la première fois et que, par conséquent, le premier culte pouvait utiliser une partie des capacités de sa vie passée, tout comme le summoné appelé pouvait partager une partie de ses capacités avec lui. La fenêtre qui apparut juste devant lui fit tourner la tête, mais en réalité, Kim Sojin regardait un autre endroit. La fille qui dirigeait le groupe de personnes regardait Shin-Walbeck qui apparaissait devant elle. Elle prononça les mots suivants d'une voix tremblante, « Jeune chef de culte ». Les autres personnes furent également surprisées, d'une voix tremblante, elles demandèrent si vraiment il était en vie, malgré son cou brisé. Après ces paroles, ces personnes remarquèrent que sa peau tombait et qu'après quelques instants, il ne restait plus qu'un squelette. Le squelette de Shin-Walbeck se mit à hurler et à s'approcher lentement d'eux. L'un d'eux lui cria de s'arrêter, mais il le coupa facilement en deux. Kim Sojin, qui était toujours allongé par terre, lut la fenêtre du système dans laquelle il était écrit qu'il avait invoqué avec succès le premier guerrier squelette et qu'il était maintenant entièrement soumis à lui. Après avoir lu cela, les yeux de Kim Sojin s'animaient, puis souriant, il se releva du sol en soutenant son épaule blessée et donna le premier ordre à son guerrier squelette, qu'il tue ces personnes une par une. Depuis sa petite enfance, Kim Sojin rêvait de devenir riche. Même à l'école primaire, lorsqu'on lui demandait ce qu'il voulait devenir, il répondait toujours que son rêve était de devenir riche. Et pour réaliser ce rêve, il travaillait sans relâche. Et bien qu'il ne l'ait pas imaginé de cette façon, à la fin,
lorsque son rêve était presque devenu réalité avec la découverte d'un tas d'or, il se retrouva dans un autre monde, un autre monde. Après avoir reçu les ordres de son maître, le squelette de Shinwalbeck se précipita pour tuer tout le monde. Il était très rapide et certains n'avaient même pas le temps de cligner des yeux qu'ils étaient déjà morts. La fille chef qui observait cela cria à ses subordonnés de ne pas paniquer, mais de se préparer à attaquer. En disant cela, elle regarda Kim Sojin et se demanda ce qui se passait ici. Après cette question, elle continua à dire à ses subordonnés que même si le jeune chef était devenu un squelette, c'était toujours lui, donc s'il lui coupait les membres, il ne pourrait pas bouger. De plus, un squelette n'a peut-être pas d'énergie interne, il ne peut que balancer son épée de droite à gauche, donc il pouvait attaquer sans crainte. Après avoir entendu son ordre, Kim Sojin se parla à lui-même quelques mots, comme énergie interne, posture, technique à l'épée. Après avoir prononcé ces mots, il pensa qu'il vaudrait mieux s'il ne savait pas ce que c'était et, bien sûr, il ne voulait pas l'admettre, mais il ne pouvait y avoir aucun doute, car il s'était retrouvé dans le monde des arts martiaux. Lorsque les yeux du squelette s'illuminèrent et qu'il commença à rire, toutes les personnes commencèrent à avoir peur et à trembler. Voyant leur réaction, la chef-fille pensa en elle-même qu'ils étaient des idiots, puis se dirigea brusquement vers le squelette de Shinwalbeck en criant à tous ses camarades de lui céder le passage, car elle-même allait couper la tête du jeune maître. Lorsqu'elle s'approcha de lui, elle l'attaqua, mais il put facilement esquiver et contre-attaquer. Ils croisèrent tous les deux leurs épées, mais le combat ne dura pas longtemps. La chef-fille ne s'attendait pas à ce que le squelette de Shinwalbeck puisse utiliser un art martial et à cause de cela, il put la blesser avec un coup fatal. Voyant une telle scène, toutes les personnes qui avaient l'intention de tuer le squelette commencèrent immédiatement à s'enfuir en criant. Mais le squelette de Shinwalbeck les rattrapa rapidement et commença à les tuer un par un. Certains voulaient le transpercer avec des épées. Mais ils ne le pouvaient pas, car les squelettes sont immortels. Lorsque le squelette tua le dernier d'entre eux, il se mit à rire et Kim Sojin, qui observait de côté, avala sa salive en pensant qu'il voyait un tel massacre pour la première fois. Après cela, il se souvint du moment où il avait donné l'ordre au squelette de tous les tuer, puis il pensa nerveusement qu'il n'avait pas le choix, soit c'était lui qui leur appartenait, soit c'était eux qui lui appartenaient. Sentant une terrible douleur à son épaule, il commença à partir dans une direction inconnue, se disant qu'il était nécessaire de partir d'ici, car peut-être quelqu'un était resté. Mais alors qu'il s'en allait, il remarqua quelque chose qui brillait sur le côté. En regardant de ce côté, il vit sa veste avec des pièces d'or. Après cela, il se souvint comment il les avait prises rapidement, se dirigeant vers elle et les ramassant. Il se dit qu'il les avait oubliées, quel soulagement de les retrouver, car tout cela était pour lui. La veste avec de l'or était à côté du lac et lorsque Kim Sojin la prit, il vit son reflet où il était très jeune. Puis il se dit à lui-même qu'il avait vraiment rajeuni. Kim Sojin sourit, prit la veste avec l'or et commença à penser que cela lui importait peu, car en principe, cela n'avait pas d'importance s'il était jeune ou non, tant qu'il avait de l'argent, il s'en fichait absolument, même si ce monde était un enfer. Dans les grandes montagnes de Miriam, dans le pavillon royal de la secte démoniaque, un homme assis sur le trône déclara calmement qu'un détachement du sang avait été tué. L'homme assis par terre, en position de culte, lui répondit qu'il le savait. Le vieil homme se mit immédiatement à rire hystériquement en disant que c'était très divertissant. Après avoir ri, il ordonna à l'homme assis par terre d'aller dans les plaines centrales. L'homme assis par terre, souriant largement, accepta l'ordre. Déjà la nuit, dans la taverne du lac de l'Est, deux hommes étaient assis. L'un d'eux buvait joyeusement de l'alcool très rapidement. Voyant cela, l'autre homme assis en face lui demanda s'il était de bonne humeur, si quelque chose de bien s'était vraiment passé. L'homme répondit que rien ne s'était passé, qu'il venait juste de réaliser à quel point c'était amusant de vivre. Après avoir entendu sa réponse, l'homme dit que c'était drôle, car il n'aurait jamais pensé entendre quelque chose comme ça de la part d'une personne qui se plaint toujours de l'ennui. L'homme qui lui répondit lui demanda s'il n'avait pas encore entendu les rumeurs. Les hommes rirent et il continua à dire que certains disent qu'une nouvelle étoile est apparue dans le monde. L'homme lui demanda immédiatement s'il parlait de l'épée de la petite tempête de lune, le Yeti-Shaken. L'homme fit claquer sa langue et répondit que depuis longtemps, seul le passé oublié était évoqué. Eh bien, le nom de cet homme est le roi. L'homme demanda immédiatement avec nervosité si c'était vraiment ainsi qu'on appelait un débutant. Un surnom est quelque chose comme un pseudonyme dans le monde des arts martiaux, généralement donné en l'honneur de l'apparence de l'arme ou de l'art martial utilisé, mais il n'y a jamais eu de cas où un novice était appelé roi. Les hommes continuèrent à discuter et celui qui parlait du roi demanda à l'autre s'il voulait le rencontrer. Et bien que les rumeurs ne se soient pas encore répandues loin, il reste tout de même la nouvelle étoile de Miram, le roi. L'homme voulut répondre quelque chose, mais au même moment, tout le monde se mit à grogner en disant que c'était le roi qui arrivait. Lorsque l'homme regarda vers l'escalier, il vit un homme descendre les escaliers et le regarder.
Il se demanda s'il s'agissait du roi. Le roi s'approcha du comptoir et dit à la femme assise derrière lui qu'elle lui apporterait cela, car après tout, la femme répondit immédiatement positivement et courut quelque part. Les gens autour commencèrent à parler entre eux de ce qu'était réellement cette chose. Voyant tout cela et entendant diverses conversations, l'homme pensa à ce qu'il avait demandé d'apporter. Eh bien, ça ne peut pas être de la nourriture à ce moment-là. La femme revint avec une cloche en or dans les mains. Elle la remit immédiatement au roi. Le roi prit la cloche et commença à faire du bruit avec. Toutes les personnes à l'intérieur du bâtiment souriaient et s'amusaient. L'homme qui avait parlé plus tôt à un autre était perplexe et ne savait pas ce que cela signifiait. L'autre homme assis en face de lui dit joyeusement que lorsque la cloche sonne, toute la nourriture devient gratuite, car le roi en or paiera pour tout. Et son nom est Kim Sajan, il est le roi en or. Toutes les personnes se mirent à faire du bruit, à crier et à louer le roi en or, et Kim Sajan se tenait là en leur faisant signe de la main, en les saluant. Pendant tout ce temps passé dans ce monde avec beaucoup d'or, Kim Sajan a beaucoup changé en apparence, car il a pris énormément de poids. Kim Sajan continuait de faire signe de la main à toutes les personnes qui s'étaient rassemblées autour de lui et le louaient, tout en se disant qu'il était autrefois un professeur de lycée, mais maintenant il est devenu Kim Sajan, le roi en or. Puis, levant une petite chope d'alcool et criant le mot « chuter », Kim Sajan réfléchit au fait qu'il était resté dans ce village pendant 3 semaines et comment il pensait que c'était le monde des arts martiaux, mais cela ne l'intéressait pas du tout, car ces pièces d'or qu'il a maintenant, il peut vivre toute sa vie avec. En y pensant, Kim Sajan avala une gorgée d'alcool d'un seul coup, mais se demanda immédiatement que son corps était jeune et, en se basant sur sa peau et sa taille, il avait environ 16 ans. Sur cette base, pouvait-il boire de l'alcool? Après avoir réfléchi un peu, il décida joyeusement que cela ne faisait aucune différence pour lui, car il avait 31 ans, et s'il y avait quelqu'un d'offensé, il leur jetterait simplement des pièces d'or. Dans ce monde, toutes les portes s'ouvrent avec de l'or. Avant qu'il ne puisse terminer ses pensées, un homme énorme renversa soudainement de l'eau sur Kim Sajan. Après avoir vu une telle scène, tout le monde resta sans voix, y compris encore plus d'hommes qui se rassemblèrent autour de Kim Sajan. Celui qui l'avait arrosé lui dit en l'appelant un gros homme qu'il avait entendu dire qu'il était le fameux roi en or, et si c'était le cas, il devrait tout lui donner s'il voulait rester en vie. Cet homme et les personnes qui entouraient la table de Kim Sajan étaient le groupe de bandits Holiday Scientist. Quelques secondes après ces paroles, Kim Sajan but le reste d'alcool dans la chope, puis regarda brusquement l'homme avec un regard terrible et un sourire. L'homme sortit immédiatement son épée du fourreau et demanda à Kim Sajan s'il venait de rire en le regardant et s'il ne pouvait pas évaluer la situation. Au même moment, un autre homme accourut vers Kim Sajan, s'inclinant et lui demandant pardon, lui disant qu'il le laisserait s'excuser pour cet homme et le conduirait ailleurs pour qu'il ne le dérange pas. L'homme fut d'abord surpris par ce qu'il voyait. Mais quand il entendit les paroles de cet homme, il dit immédiatement qu'il était trop tard, car lorsque l'homme sortit son épée, le destin de cet endroit était déjà scellé. L'homme voulait dire autre chose, mais il n'avait pas le temps, car l'homme qui avait changé devant Kim Sajan commença rapidement à l'emmener. Et lorsqu'ils s'éloignèrent d'une distance considérable de Kim Sajan, l'homme murmura à l'homme ce qu'il faisait. Il ferait mieux de partir plus rapidement, car c'est très déprimant d'entendre ces paroles. L'homme tomba dans un malentendu, mais poussant brusquement l'homme loin de lui, il lui chuchota à l'oreille, lui demandant bruyamment ce qu'il avait dit et à son avis, peut-il plaisanter avec lui et pourquoi il l'éloigne. Kim Sajan, continuant à boire de l'alcool avec un sourire, dit que comme il le pensait, le monde des arts martiaux est très intéressant. Boire est une chose, mais cela se passe sans arrêt chaque nuit. Après avoir ri un peu, Kim Sajan regarda l'homme avec l'épée et dit qu'il préférerait écouter les serviteurs tant qu'il le peut, car ils lui donnent une dernière chance. Après de telles paroles, l'homme se mit en colère et appela Kim Sajan de manière méprisable. Mais au même moment, le squelette de Shinwobik tomba du toit et atterrit juste devant Kim Sajan. En le voyant, l'homme fut tellement effrayé qu'il ne put s'empêcher de bouger et de ne rien dire. Kim Sajan toucha l'épaule du squelette de Shinwobik et lui dit d'une voix calme qu'il ne les tuerait pas, car ils ne sont que de simples bandits. Après ces mots, Kim Sajan changea brusquement de visage et ordonna avec méchanceté au squelette de les envoyer tout droit en enfer. Les yeux du squelette brillèrent et il se précipita immédiatement vers les bandits après avoir reçu l'ordre de les envoyer en enfer. Pendant que le squelette s'occupait d'eux, Kim Sajan buvait calmement de l'alcool et, quand il eut enfin fini, il posa la chope derrière le comptoir et commença à partir. Il remercia le vieil homme debout derrière le comptoir du bar en lui laissant un sac d'argent, disant que c'était le paiement pour la nourriture, les boissons et les réparations. Le vieil homme prit immédiatement le sac d'or et le remercia en l'appelant Monseigneur Kim Sajan. Kim Sajan sortit de la taverne en entendant les cris des bandits. Après avoir quitté les lieux, Kim Sajan se demanda immédiatement, en suggérant à lui-même, s'il pouvait se coucher plus tôt aujourd'hui. En même temps, Dan II, la fille aînée de 16 ans de la main du clan Sudan,
qui observait la taverne du lac et de loin, se dit à elle-même qu'elle l'avait enfin trouvé et s'approcha de lui. Quand elle arriva et ouvrit la porte de la taverne, elle fut surprise de ce qu'elle vit, car il y avait de la confusion à l'intérieur de la taverne. Les gens étaient étendus et inconscients sur le sol, les coupes, les tables et les chaises étaient cassées. En la remarquant, l'homme qui s'excusait auparavant pour le nettoyage de la pièce lui demanda de s'excuser pour le désagrément, disant que les clients s'étaient récemment disputés. Après avoir ri un peu, il lui demanda si c'était une chose courante à Miram. Dan II, en regardant les hommes étendus sur le sol, pensait qu'ils ressemblaient à de simples fainéants, bien que la force de leur foi mérite d'être notée, et que les étudiants de l'académie vont dans cette direction. Après ces réflexions, elle expira et s'approcha de l'homme et lui dit qu'il lui donnerait une chambre. L'homme répondit immédiatement positivement avec un sourire et lui proposa de l'accompagner. Mais après avoir regardé ses vêtements et vu l'insigne accroché à sa ceinture avec un motif de lion, Dan II, remarquant son regard, lui demanda ce qu'il regardait. L'homme s'excusa immédiatement en disant qu'il avait regardé involontairement, mais plutôt, il avait vu le même motif sur l'insigne de l'un de leurs visiteurs. En même temps, Kim Sojin, en serrant l'épaule du squelette de Shinwobik, rit bruyamment en disant que plus il pense, plus il devient drôle, et qu'est-ce qui est si spécial dans le monde des arts martiaux, car un seul squelette peut tout prendre en charge. Le squelette de Shinwobik était enveloppé dans une cape, et un insigne avec un motif de lion était attaché à l'avant de cette même cape. Kim Sojin leva les yeux et dit que c'était peut-être une malédiction, car cela ressemblait à une bénédiction. Après ces mots, Kim Sojin se souvint des souvenirs de quand il tombait. Une voix lui disait que perturber la paix du roi mérite une malédiction. Au même moment, une fenêtre du système apparut devant Kim Sojin, qui lui demanda à propos de la bénédiction. Après que le système lui ait montré qu'il avait entendu quelque chose de similaire auparavant, le système, comme s'il devinait, en déduisit qu'il n'était pas un habitant de Miram. Voyant cela, Kim Sojin fut confus, et le système continua de l'informer que les invités qui se retrouvaient dans ce monde sans invitation devaient être renvoyés dans leur monde. Ensuite, le système sortit le protocole de test, initiant le protocole de salutation, initiant l'étape d'adaptation pour le protocole de salutation, la phase de salutation en tête-à-tête. Après ces notifications, le système l'informa qu'il devait s'inscrire à l'Académie vénérable des arts martiaux et lui demanda s'il était prêt à accepter la quête. En même temps, Dan II, entendant les paroles de l'homme, toucha l'insigne et lui répondit que cet insigne avec un motif de lion était porté par les étudiants acceptés à l'Académie vénérable des arts martiaux, et que chacun de leurs étudiants devait porter cet insigne. L'homme, surpris, lui demanda si c'était l'Académie des arts martiaux la plus célèbre et la plus grande de Miram. L'Académie vénérable des arts martiaux est une institution éducative où tous les clans rêvent d'envoyer leurs héritiers, la meilleure institution éducative de Miram. Dan II commença à penser que probablement cette personne était le premier étudiant accepté et qu'ils pourraient partir ensemble demain, bien qu'elle ne sache pas à quel clan il appartient, mais puisqu'il avait épargné ces personnes étendues sur le sol, alors c'était certainement une personne honnête et gentille. Kim Sojin, avec un visage terrifiant, répondit négativement au système, puis continua à serrer le squelette de Shinwobik et lui dit à lui-même pourquoi il ferait cela, car après tout, il n'y aurait pas de fin au problème là-bas. Il vaut mieux manger et jouer pour le reste de sa vie, il y a beaucoup d'argent. Puis, en s'affalant brusquement sur le lit, Kim Sojin dit qu'il devait maintenant dormir pour profiter de demain. Le système était toujours là devant lui, et après quelques secondes, il s'alluma en rouge, avertissant Kim Sojin. Kim Sojin ouvrit les yeux au même instant et vit une série de mots répétés sur la fenêtre du système concernant une punition. Voyant cela, il sauta immédiatement du lit et se demanda ce qui se passait ici. Le système commença immédiatement à l'informer que, puisqu'il avait rejeté la quête, la punition de la classe malédiction du mort d'un niveau inconnu était activée. Au même moment, Kim Sojin ressentit une terrible douleur à son bras, et quand il le regarda, il vit que les parties de son corps sur son bras gauche commençaient à tomber. Il sortit du lit et s'approcha du miroir tout en se souvenant involontairement des paroles selon lesquelles le roi qui perturbe les chambres du roi mérite une malédiction pour le reste de sa vie. À ce moment-là, Kim Sojin alla devant le miroir et vit que la moitié gauche de son corps s'était transformée en un squelette. Quand la moitié gauche du corps de Kim Sojin se transforma en un squelette, il comprit les paroles que la voix lui disait, que le roi qui perturbe les chambres mérite une malédiction. Il devait parcourir ce monde, faire face à des épreuves et vivre parmi les morts pour le reste de sa vie. Kim Sojin, debout devant le miroir et voyant sa réflexion, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait devant lui. Ensuite, le système afficha la fenêtre de l'histoire et commença à informer Kim Sojin qu'il était désormais dans un état d'âme, ni vivant ni mort, ni homme ni squelette. Il était condamné à errer dans ce monde et à faire face à des défis et des quêtes jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen de se défaire de la malédiction. À ce moment-là, Kim Sojin, avec un regard déterminé, décida de faire face à son destin et de découvrir comment se libérer de cette malédiction. Mais alors,
Le système le notifia à nouveau en lui demandant s'il voulait accepter la quête avec admission à la Vénérable Académie des Arts Martiaux. Ensuite, le système lui a également notifié que si elle réussit la première quête limitée, la punition diminuera. Alors, voulait-il accepter la quête? Appelant le système « fils de », Kim Sajan dit qu'il n'avait pas le choix. Il accepta donc la quête et le système lui informa que la quête de salutation avait commencé et qu'il devait rencontrer une personne noble au premier étage de la taverne demain matin. Le lendemain matin, Dan II, sur le point de partir, regarda tout autour d'elle. Puis, soupirant et pensant qu'il se retrouverait toujours à l'académie, elle commença à partir. Mais dès qu'elle commença à partir, elle entendit quelqu'un descendre les escaliers. Se retournant, elle vit deux silhouettes, toutes les deux en imperméable. En regardant le premier qui descendait, Dan II vit un jeune homme élancé vêtu d'un imperméable marron, sur lequel était épinglé un badge avec un motif de lion. Sur le côté gauche de son visage, il portait un masque. Le deuxième portait une couverture rose. Après avoir vu le badge avec le motif de lion sur l'imperméable de Kim Sojin, Dan II se demanda immédiatement s'il avait vraiment organisé un pogrom la nuit dernière. Au même moment, Kim Sojin se demandait également avec un visage renfrogné quelle personne noble il allait rencontrer, pourquoi et ce qu'il devait faire, car rien ne lui avait été expliqué clairement. Après ces questions, il remarqua qu'une fille s'approchait de lui. Lorsqu'il se tourna complètement vers elle, elle se présenta comme Dan II du clan Dan, et elle était ravie de le rencontrer. En la regardant, Kim Sojin, âgé de 31 ans, se demanda immédiatement avec colère si cet enfant était vraiment une personne noble. Ils se regardèrent fixement pendant quelques secondes, puis Dan II toussa et s'excusa auprès de Kim Sojin, disant qu'elle avait dépassé les limites de la décence en étant ravie de le rencontrer. Elle venait d'apprendre que la personne qui avait éliminé les bandits la veille était un étudiant de la même académie qu'elle. Lorsqu'elle lui dit ces mots, une fenêtre apparut devant Kim Sojin avec une notification indiquant qu'il avait terminé la quête. Le troisième objectif de la quête de salutation était de suivre une personne noble jusqu'à la Vénérable Académie des Arts Martiaux, et dès que son niveau d'intimité atteindrait 100, il recevrait une récompense supplémentaire. La récompense supplémentaire était l'invocation du squelette. En lisant à propos du niveau d'intimité, Kim Sojin se demanda immédiatement quel genre de prise de tête c'était, mais malgré son mécontentement, il accepta la quête. Lorsqu'il l'accepta, un cœur apparut au-dessus de la tête de Dan II, indiquant que son niveau d'intimité avec Kim Sojin était de 15%. Kim Sojin pensa que c'était ce que signifiait le niveau d'intimité et se demanda s'il pourrait invoquer un autre squelette une fois que celui-ci serait rempli. Après ses réflexions, il regarda le squelette de Shinwobik et se remémora comment il l'avait sauvé, pensant que sans le squelette du jeune chef de culte, il serait déjà mort depuis longtemps. Et s'il pouvait en invoquer un autre, cela lui serait certainement utile. Il était déjà tard dans la nuit, mais tout en marchant sur la route de l'Académie des Arts Martiaux, Dan II demanda à Kim Sojin qui était cette personne derrière lui et pourquoi il était enveloppé dans une couverture. Kim Sojin lui dit que c'était simplement son serviteur et qu'il était enveloppé dans une couverture à cause de son fétiche. Dan II continua en disant qu'elle avait entendu dire que les gens des plaines centrales avaient beaucoup de bizarreries. Après ces mots, elle lui demanda à nouveau de quelle secte il était, sûrement il devait être issu d'une secte orthodoxe prestigieuse. Kim Sojin rit et lui dit qu'il venait d'une secte simple et petite. Dan II s'excusa immédiatement en disant qu'elle pensait simplement que sa secte était aussi incroyable que lui. Après s'être excusée, elle lui demanda à nouveau quel genre d'arme il utilisait, par exemple, elle utilise une épée. Dan II s'excusa immédiatement pour ces mots, en disant que dans le Jiangsu, les gens attachent de l'importance à leurs armes comme à leur propre vie, et lui poser une telle question était stupide de sa part. Kim Sojin rit à nouveau et répondit qu'il était également un épéiste. Après avoir entendu sa réponse, Dan II continua à lui dire quelque chose, mais avec ses nombreuses questions, Kim Sojin se demanda si elle avait vraiment un « tout » dans son derrière, et pourquoi ne se taisait-elle pas. Bien que cela lui soit même avantageux, car leur niveau d'intimité ne cesse de croître. Kim Sojin regarda le cœur au-dessus de la tête de Dan II et vit que son pourcentage était passé à 51. Après avoir marché un peu, Dan II continua à parler à Kim Sojin. Il entendit quelque chose venant des buissons et se demanda ce que c'était. Quand il suggéra que peut-être il s'était juste imaginé quelque chose, beaucoup de couteaux volèrent des buissons droit sur Dan II. Voyant qu'elle ne les avait pas remarqués, Kim Sojin la poussa brusquement, prenant ainsi tous les couteaux du côté gauche. Se rendant compte de ce qui s'était passé, Dan II demanda immédiatement pourquoi il avait fait ça, mais Kim Sojin ne la laissa pas finir. Il lui demanda comment elle allait. Dan II répondit d'une voix tremblante que tout allait bien. Après avoir entendu sa réponse, Kim Sojin lui dit le mot « excellent ». À ce moment précis, leur proximité atteignissant. Le système a immédiatement notifié Kim Sojin que, puisque leur niveau de proximité avait atteint 100,
il pouvait maintenant invoquer un autre squelette. Kim Sojin se détourna de Dan II, soupirant et pensant qu'il avait failli mourir, et Dieu merci, la partie gauche de son corps était un squelette. Quelques secondes plus tard, un groupe de personnes apparut devant eux. Le chef de ce groupe leur dit que s'ils étaient morts lors de cette attaque, il les aurait épargnés d'avoir à dépenser de l'énergie, car en tant qu'aîné à Jiangsu, il ne voulait pas les combattre. Dan II se leva immédiatement du sol, dégaina son épée et leur demanda qui ils étaient. Tout en posant cette question, elle regarda Kim Sojin et se dit qu'étant donné qu'il l'avait protégée, maintenant elle le protégerait et lui donnerait une bonne opinion d'elle. Le chef du groupe lui demanda également si elle était bien Dan II, la fille aînée du clan en Sudan. Dan II lui répondit en lui demandant comment il la connaissait. En entendant sa question, le groupe se mit à rire. Dan II prit une position d'attaque et leur dit qu'on ne vient pas simplement sans raison avec de bonnes intentions, et que ceux qui viennent avec de mauvaises intentions n'ont pas besoin de poser de questions. Après avoir dit cela, elle se précipita pour attaquer, se disant que celui qui frappe en premier gagne, et elle les couperait en morceaux en utilisant l'art secret du clan Dan, la technique de l'épée soleil-lune, le premier mouvement de la frappe du coucher de soleil. Dan II attaqua le chef du groupe, et lorsque son épée était presque à sa tête, elle pensa qu'elle l'avait attrapé. Mais l'homme parvint facilement à esquiver une telle attaque, ce qui plongea Dan II dans un profond choc. L'homme lui demanda également si elle sous-estimait trop ses aînés. Il lui dit qu'il la connaissait en tant qu'enfant du clan Dan. Après lui avoir dit ces mots, il lui donna un coup de pied en plein ventre, si fort qu'elle cracha du sang. Mais sans abandonner et en s'éloignant de lui, elle commença à utiliser la technique de l'épée soleil-lune, le deuxième mouvement étant le tour de la lune. L'homme évita à nouveau cette attaque et lui dit également que ce n'était pas si mal. Bien qu'il soit clair immédiatement qu'elle n'avait pas appris cette technique avec soin, car si elle voulait le tuer, elle aurait dû étendre un peu plus son épée. Après avoir dit cela, il attrapa le cou de Dan II et commença à l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et lâche son épée. Kim Sojin, voyant cela, dit à l'homme d'arrêter immédiatement en le remarquant et en lui demandant s'il était toujours intact. L'homme jeta Dan II au sol et se tourna vers Kim Sojin, disant qu'il aurait pu survivre s'il avait fait semblant d'être mort, mais qu'il ne devrait néanmoins pas les blâmer plus tard, car après tout cela est dû à Muram. Après avoir entendu les mots sur Muram, Kim Sojin répéta ces mots et se remémora le passé, réfléchissant que d'abord, Muram l'avait un peu secoué, car les gens avec des épées se fichent de la valeur de la vie humaine, qui n'est pas plus importante qu'une mouche. Cependant, ironiquement, cela lui avait donné un sentiment de liberté après une décennie de restrictions. Cependant, dans de telles situations, contrairement au passé, il est inutile de douter de la violence. Après ces réflexions, Kim Sojin dit au squelette de Shinwobik que c'était son tour de monter sur scène. Le squelette commença immédiatement à s'approcher du groupe de personnes et leur chef ordonna aux autres, avec un sourire, de les tuer tous, et aucun d'eux ne devait survivre cette nuit-là. Les personnes entendirent immédiatement les ordres du chef et se précipitèrent également vers le squelette. Ils commencèrent à se battre, et l'un d'entre eux qui s'était approché voulait attaquer le squelette, mais fut très surpris. Les yeux humains devraient montrer des émotions, mais à ce moment-là, cet homme aux yeux inhabituels ne semblait rien ressentir. L'homme, surpris, relâcha sa vigilance et se fit ainsi transpercer en deux. Le squelette, voyant cela, pensa immédiatement que cet homme était un artiste martial, alors il devrait l'épingler. Pensant ainsi, il utilisa ses chaînes pour attaquer le squelette et réussit à l'attacher. Voyant cela, ces hommes ne perdirent pas la tête et, en un clin d'œil, plusieurs d'entre eux portèrent déjà des coups fatals aux personnes. Ne montrant aucun signe de malaise ou de douleur, mais seulement en entendant comment ils riaient, tout le monde fut choqué. L'un d'entre eux pensa également que les sentiments semblaient percer l'air. Kim Sojin, qui observait depuis les côtés, se demanda ce qui se passait et si les choses continuaient ainsi, il pourrait perdre. Après une seconde, il se rappela qu'il pouvait maintenant invoquer un autre squelette guerrier, commençant à s'éloigner de la foule qui avait transpercé le squelette et qui criait, il demanda pourquoi il était en train de mourir. Kim Sojin s'approcha de l'homme que le squelette avait coupé en deux et invoqua un autre squelette. Son corps commença à se reconstituer et la chair commença à tomber. Une fois le processus terminé, le système informa Kim Sojin qu'il avait invoqué un deuxième squelette et qu'il recevrait une partie des pouvoirs du squelette invoqué. Désormais, il pourrait également annuler les invocations. Kim Sojin, d'autre part, commença à se sentir mal à l'aise de ce qu'il voyait, et l'un des hommes, voyant comment le squelette se dressait devant lui, s'écria et demanda au squelette en l'appelant frère s'il était vraiment en vie. Kim Sojin expira et reprit ses esprits, ordonna au squelette de tuer ces personnes. Les yeux du squelette s'illuminèrent et il se précipita immédiatement vers le groupe de personnes, utilisant le poing de la pastada, le squelette frappa ses anciens camarades. Voyant comment ils se battaient en utilisant les arts martiaux, l'un des hommes demanda aux autres ce qui se passait ici et si leur jeune frère était toujours en vie.
Le chef du groupe répondit sérieusement qu'il racontait des absurdités, car pourrait-il vivre avec seulement des os? C'était juste un art sombre. Au même moment, le squelette de Chinwobik se libéra des chaînes avec une épée et commença immédiatement à attaquer les personnes. Maintenant qu'il avait un allié, les deux squelettes tuèrent les personnes l'une après l'autre sans faire le moindre effort. Voyant que toutes les personnes mouraient les unes après les autres, le chef du groupe se demanda ce qui se passait. À ce moment-là, les deux squelettes avaient déjà réglé leur compte avec tout le monde. Ils se tournèrent vers le chef et se mirent à rire. Le chef du groupe, pensant qu'il devait livrer les marchandises, se précipita directement vers Dan II. Lorsqu'il arriva près d'elle, il attrapa son petit sac jaune et se mit immédiatement à fuir, se disant que c'était tout ce dont il avait besoin. Mais sans profiter du moment, le squelette de Chinwobik le rattrapa rapidement. L'homme était si effrayé qu'il hurla de toutes ses forces, mais cela ne l'aida pas. Le squelette le transperce de son épée, le tuant ainsi, puis prit le sac qu'il avait volé à Dan II. Pendant ce temps, Kim Sojin traîna Dan II jusqu'à un arbre et la soutint. Il expira, mais au même instant, il entendit son squelette revenir, et quand il se tourna vers lui, il vit que le squelette tenait un sac appartenant à Dan II. En récupérant ce sac, il demanda à voix haute ce que ces bandits chassaient, un enfant. Supposant qu'il pourrait y avoir un trésor, Kim Sojin commença à ouvrir le sac avec un sourire sur son visage et, sans aucun doute, en sortit une belle boîte. Il dit que son apparence ressemblait déjà à ce qu'elle devrait être. Mais lorsque Kim Sojin ouvrit la boîte, le sourire sur son visage disparut immédiatement, comme s'il n'avait jamais existé, car à l'intérieur de la boîte se trouvait un téléphone moderne de son monde. Après avoir vu le téléphone, Kim Sojin se demanda ce qu'il faisait ici. Était-ce une blague et quel en était l'intérêt? En le regardant, il se dit qu'il avait l'air neuf mais déjà usé, et quel genre d'enfant irresponsable avait fait ça? En y pensant, il commença à se gratter la tête. Mais il remarqua brusquement que Dan II ouvrait les yeux. Dès qu'elle les ouvrit et vit que le téléphone était dans les mains de Kim Sojin, elle se mit immédiatement à lui crier de le lui donner, attrapant son épée et se levant du sol, prenant une posture d'attaque. Elle lui demanda à nouveau de lui donner l'objet qu'il tenait dans sa main, en disant qu'elle ne voulait pas dégainer son épée contre son bienfaiteur. Voyant qu'elle tremblait, Kim Sojin expira, puis lui dit qu'il avait quelques questions et que si elle y répondait, il le lui rendrait. Fanès II accepta immédiatement, mais elle était toujours en position d'attaque. La première question de Kim Sojin était de savoir qui les avait attaqués. Dan II lui répondit qu'elle ne le savait pas, mais qu'il faisait sûrement partie de ces personnes qui étaient à la recherche du trésor du clan Dan. Après avoir entendu sa réponse, Kim Sojin posa la deuxième question, savait-elle ce que c'était, ce trésor? Dan II répondit que c'était le joyau de sa famille et bien qu'elle en sache peu sur cet objet, elle savait avec certitude que le jour viendrait où il serait utilisé. Après sa réponse, Kim Sojin se demanda ce qui se passait dans ce monde et pourquoi il fallait conserver le téléphone comme un artefact. Lorsque Kim Sojin entendit de la bouche de Dan II les mots qu'elle répéta encore pour qu'il le lui rende, il décida qu'elle ne savait pratiquement rien de lui. Mais d'abord, il devait terminer la quête et s'impliquer dans cette affaire. Et si quelque chose se passait mal, la quête échouerait. Après ces réflexions, Kim Sojin remit le téléphone dans la boîte, puis la boîte dans le sac et la remit à Dan II. Surprise par cela, elle prit le sac en se demandant s'il le lui avait rendu si facilement. Mais ensuite, comme se rappelant quelque chose, Dan II demanda d'une voix tremblante pardon à Kim Sojin, disant qu'elle avait pointé son épée vers son sauveur, et qu'elle s'inclinait devant lui. Après quelques secondes, ils remarquèrent tous deux que le soleil commençait à se lever. Alors, Dan II s'écria brusquement qu'ils étaient en retard. Kim Sojin répéta immédiatement ces mots avec interrogation. Dan II ajouta également que s'ils n'arrivaient pas à l'Académie des arts martiaux avant le lever du soleil, leur admission serait annulée. Choqué, Kim Sojin lui demanda de répéter ses paroles concernant l'annulation. Il pensa immédiatement que s'il n'entrait pas à l'Académie des arts martiaux, il échouerait dans la quête, ce qui signifiait qu'il resterait un squelette pour le reste de sa vie. Après ces pensées, il se retourna brusquement et commença à partir, disant à Dan II qu'il devait y aller. Dan II voulut aussi l'accompagner, mais dès qu'elle fit un pas, elle ressentit une douleur terrible à sa jambe et poussa immédiatement un cri de douleur. En la soutenant, elle dit à Kim Sojin qu'il pouvait continuer et qu'elle le rejoindrait ensuite. Kim Sojin s'approcha d'elle et lui dit qu'elle avait elle-même dit que si elle était en retard, son admission serait annulée immédiatement. Dan II se releva et ajouta qu'ils devaient y aller ensemble car ils étaient camarades de classe. Au bout d'un moment, deux gardes se tenaient près des portes de l'Académie des arts martiaux vénérables. L'un d'eux bâilla et dit d'un air las que c'était la fin. L'autre lui répondit en regardant le registre de présence qu'il restait encore 2 étudiants.
Le premier lui répondit en regardant le ciel que selon les règles, il devait fermer les portes déjà à l'aube et qu'il n'y avait pas d'excuse pour les retardataires le premier jour. Celui qui prononçait ces mots était le chef du conseil étudiant, le bretteur aux 7 coups, Lichan. Après avoir prononcé ces mots, les deux hommes entrèrent et commencèrent à fermer la porte. Mais soudain, ils entendirent des mots leur disant d'attendre. L'homme qui fermait la porte demanda à Lichan ce qu'il devait faire, et Lichan répondit fermement qu'il continuerait à fermer la porte. Dan II et Kim, voyant que les portes continuaient de se fermer, crièrent ensemble qu'ils les attendraient. Lichan leur répondit en criant qu'ils reviendraient car ils étaient déjà en retard. Kim Sojin et Dan II lui répondirent ensemble que le soleil n'était pas encore complètement levé. À quoi Lichan répliqua qu'il était celui qui décidait. Dan II lui cria qu'il leur donnerait une chance car ils avaient eu un incident qui les avait retardés, et si on les laissait entrer, elles seraient en mesure d'expliquer tout. Cependant, Lichan répondit d'un air sérieux qu'il n'y a pas de tombe sans raison et pas une seule personne sans circonstance personnelle dans Jungkook. En disant cela, la porte était déjà presque fermée. Voyant qu'il ne changerait pas d'avis, Kim Sojin pensa que s'il n'entrait pas, il échouerait dans la quête. Mais puisque tout s'était déjà déroulé ainsi, sans finir ses pensées, Kim Sojin appela Lichan et lui dit que puisque tout s'était passé ainsi, il pouvait décider par le combat, mais le véritable vainqueur serait celui qui remporterait la victoire. Lichan arrêta brusquement la porte avec sa main et lui demanda s'il voulait vraiment se battre contre lui. À quoi Kim Sojin répondit en lui demandant s'il se sentait vraiment insécure. Entendant ces paroles, Lichan ouvrit la porte et sortit son énorme épée, répondant à Kim Sojin que c'était un drôle d'état d'esprit pour un retardataire. Mais néanmoins, il changea d'avis et accepta de se battre. En même temps, l'homme qui fermait la porte pensait que chaque Saiyan avait au moins une fois entendu le nom du chef du conseil étudiant, le bretteur aux 7 coups, Lichan, un talent prometteur qui attirait toute l'attention générale depuis son entrée à l'académie. Puis, en les traitant d'idiots dans sa tête, il pensa que s'ils étaient simplement partis tranquillement, ils n'auraient pas été battus. Avant le combat, Chan s'approcha d'eux et leur dit qu'il était un bretteur aux 7 coups. En entendant cela, Dan Seokin répéta immédiatement ces paroles avec interrogation, et Kim Sojin lui demanda si elle le connaissait vraiment. Juste au moment où elle allait lui répondre qu'il était très fort, Lichan l'interrompit en disant que s'il pouvait supporter 5 de ses coups, il les laisserait entrer. Après ces paroles, Dan II pensa méchamment que si c'était lui, même 3 coups suffiraient à les faire perdre. Lichan continua à parler à Tim Sajin en lui demandant s'il avait peur et si son langage ne suivait pas ses compétences. Dan II ressentit une douleur à la cheville et pensa que si elle n'avait pas été blessée, cela aurait été mieux. Kim Sojin, après avoir réfléchi un instant, s'approcha de Lichan en parlant et s'échauffant pour qu'il ne regrette pas ses paroles. En voyant ses actions, Dan II l'appela immédiatement, l'appelant un jeune guerrier. Kim Sojin se tourna vers elle et lui dit de ne pas s'inquiéter, puis se tournant à nouveau, il pensa immédiatement que Galval pourrait le gérer. Lichan le félicita pour son attitude correcte, puis lui dit qu'il se battrait lui-même, pas son serviteur Golgo. Kim Sojin tressaillit à ces paroles et Lichan, voyant leur réaction, leur demanda surpris s'il voulait vraiment tout lui mettre sur le dos. En entendant ces paroles, Golgo rit et Kim Sajin, jurant en lui-même, pensa que ce n'était que 5 coups, alors d'une manière ou d'une autre, ça marcherait certainement. Après ces réflexions, il se tourna vers Galgal et lui fit signe comme s'il lui demandait quelque chose. Comprenant qu'il avait besoin d'une épée, Galgal la lui tendit. En même temps, Lichan cria à Kim Sojin de retirer son masque, ce à quoi Kim Sojin répondit qu'il ne l'enlèverait pas et que s'il n'aimait pas ça, qu'il essaie lui-même. Prenant ensuite l'épée, Kim Sojin souffla et pensa qu'il devait se concentrer, car ce n'était que 5 coups. Après avoir fini ses pensées, il prit une position d'attaque, montrant ses actions. Lichan lui demanda vicieusement ce qu'il faisait, à quoi Kim Sojin lui répondit par une question, à quoi ça ressemble. En disant cela, il appela Lichan de la main. Lichan, entendant ces paroles, le traita de prétentieux idiot dans sa tête et lui dit qu'il ne le regretterait pas plus tard. Après s'être dit cela à lui-même, il prit également une position d'attaque et se précipita vers Kim Sojin, se préparant à le frapper. Kim Sojin renforça tellement sa posture que le sol se brisa sous ses pieds, ce qui le surprit. Lichan était déjà à côté de lui et, en brandissant son épée, il voulait frapper, mais Kim Sojin se rendit compte qu'il ne pouvait pas résister, se poussa en arrière, mais Lichan parvint quand même à le toucher. Lorsque la poussière retomba, Lichan prononça sérieusement les mots concernant le premier coup. Kim Sojin se releva à peine du sol et après s'être fatigué, il pensa qu'à ce rythme, il ne serait pas capable de bloquer le prochain coup. Au même moment, dès qu'il y pensa, une fenêtre système apparut devant lui, l'informant qu'il recevrait une partie des forces de l'invocation du squelette, le transfert des arts martiaux depuis son squelette. Après avoir lu cela, il regarda Galgal qui riait et se demanda ce qu'il allait obtenir, les compétences de Galgal.
Ensuite, Galgal devint bleu et transféra certaines des compétences de Cheng Wobik à Kim Sojin. Li Chan, voyant que Kim Sojin était distrait, courut immédiatement vers lui en colère, demandant comment il osait se distraire en plein combat. Kim Sojin fut surpris par sa vitesse, mais quand Li Chan s'apprêtait à l'attaquer, le corps de Kim Sojin se déplaça de lui-même, répétant le mouvement de Cheng Wobik. Ainsi, Kim Sojin non seulement esquiva l'attaque de Li Chan, mais put aussi contre-attaquer. Après cela, Kim Sojin dit avec assurance que le deuxième était passé. Li Chan demanda avec humour si même un escargot pouvait mordre si on le piétinait, bien que ce soit encore plus génial. Kim Sojin, caressant son épée, admirait le transfert des compétences, et Li Chan, en criant que le troisième était passé, sauta si rapidement que Kim Sojin pensa qu'il avait disparu. Wei Chang l'attaqua d'en haut, mais lorsqu'il atterrit, il fut surpris et se demanda pourquoi il n'avait pas senti que son attaque avait échoué. Puis, sentant qu'il y avait quelqu'un derrière lui, il attaqua. Leurs épées se croisèrent pendant une seconde à peine, puis Kim Sojin disparut immédiatement dans la poussière. Li Chan traita Kim Sojin de rat après ces paroles, mais Kim Sojin attaqua brusquement sur le côté, mais Li Chan parvint à se défendre. Voyant comment il se battait à armes égales, l'homme qui fermait la porte et les autres observateurs furent surpris. L'un d'eux posa d'une voix tremblante la question de savoir si cet étudiant prenait vraiment les coups du chef du conseil étudiant. L'autre répondit que c'était impossible. Après avoir entendu leurs paroles, Li Chan enleva son manteau et dit à Kim Sojin qu'il n'était pas étonnant que sa langue n'ait pas d'os. Puis, en enlevant son manteau, il lui dit bruyamment qu'il allait maintenant se battre pour de vrai. Kim Sojin se toucha le cou et lui demanda ce qu'il portait, car il avait déjà reçu 5 coups. Après avoir dit cela, il se dirigea vers Dan Second, laissant derrière lui Li Chan en colère et tremblant. Quand il atteignit Dan Second, il lui dit que tout était terminé et qu'elle devait se lever pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. En étant d'accord avec lui, elle fut surprise de penser qu'il pouvait vraiment rester debout après 5 coups du chef du conseil étudiant. Au même moment, Li Chan voulait attaquer Kim Sojin, mais il fut arrêté par une force puissante. Le vieil homme debout sur le mur de la porte dit à Li Chan de s'arrêter et qu'il allait les laisser entrer. En expirant avec colère, Li Chan mais sans rien dire au professeur, Big vit Li Chan se diriger vers la porte et appela Kim Sojin et Dan Silken pour rentrer. Dan se leva avec l'aide de Kim Sojin et lui dit qu'il était incroyable, car le chef du conseil étudiant était un talent prometteur bien connu. Kim Sojin répondit qu'il avait seulement résisté à 5 coups et n'avait pas gagné. En réponse, il réfléchit au fait que grâce au transfert de compétences, ses mouvements étaient si fluides qu'il semblait réellement se déplacer. En se dirigeant vers la porte, Kim Sojin se demandait ce que cela signifiait et pourquoi cela s'activait maintenant après son arrivée à l'académie. Après être entré dans l'académie, Kim Sojin réalisa que sa malédiction des morts avait été annulée. Il enleva immédiatement son masque et se sentit revigoré. Un homme marchait le long d'un sombre corridor, une torche à la main. Il vit une énorme toile d'araignée devant lui et la mit le feu d'un geste, poursuivant ainsi son voyage. Après avoir marché un peu le long du couloir, il regarda admirativement devant lui et vit un énorme dragon ressemblant à un lézard. Il dit que le spectre blanc de Raction existe vraiment, et cela signifie que son chemin vers la grandeur commence ici. Après avoir dit cela, l'homme sortit une bouteille contenant un liquide inconnu de sa poche et la lança directement sur le dragon, disant que Murom devait être purifié et que leur monde devait retrouver son état initial. Après ces actions, l'homme quitta rapidement les lieux et le spectre blanc reprit vie quelques secondes après son départ. Kim Sojin, assis sur un banc dans l'enceinte de l'académie, réfléchissait au fait que 2 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée à l'académie et que son plan de vivre sa vie en dépensant des pièces d'or avait rencontré quelques obstacles, mais cela ne l'arrêterait probablement pas, car il avait traversé trop d'épreuves pour une telle opportunité. En regardant ensuite le ciel avec le soleil brillant, Kim Sojin fit une terrible grimace et continua de penser qu'il ferait tous les efforts pour ne rien faire et sortir de cette académie d'arts martiaux sans rien accomplir. Peu importe combien de pièces d'or il dépensait, elles ne s'épuisent jamais, il était donc logique de faire preuve de force et de se faire un nom, car avec ces pièces d'or, il n'attendait pas une vie de conte de fées. Après ces pensées, Kim Sojin se détendit, ferma les yeux et s'appuya sur le banc. Il voulait profiter des doux rayons du soleil, mais après quelques secondes, quelqu'un le couvrit de son ombre en le cachant. Quand il ouvrit les yeux, il vit le vieil homme Big devant lui. Kim Sojin, confus, lui demanda qui il était, à quoi Big répondit que cette fois-ci, c'était lui qui avait choisi l'endroit. Kim Sojin, entendant ces paroles, lui demanda de quel endroit il parlait, à quoi Big répondit positivement, disant qu'il avait bien entendu. Kim Sojin se demanda ce que cela signifiait et se demanda si cet homme âgé savait vraiment qu'il était originaire de Corée. Après y avoir réfléchi, Kim Sojin demanda à Big s'il savait d'où il venait. Big lui répondit que même lors de son combat avec le chef du conseil étudiant, il portait un masque,
mais qu'il ressentait clairement l'énergie intérieure que seules les personnes de cet endroit ont. Comment aurait-il pu ne pas comprendre? Après avoir entendu ces paroles, Kim Sojin réfléchit à quelle sorte d'énergie intérieure il faisait référence et supposa que Golgol avait partagé ses pouvoirs avec lui. En y pensant, Kim Sojin répondit positivement à Bik, qui se présenta alors en donnant son nom et en disant qu'il était ravi de le rencontrer, professeur à la Vénérable Académie des Arts Martiaux. Réalisant que Bik était un professeur, Kim Sojin, confus, se demanda pourquoi le professeur avait besoin de lui, était-ce vraiment à cause d'un combat avec le chef du conseil étudiant? Kim Sojin se leva de son siège, s'inclina et se présenta à son tour, surpris que le professeur répète son nom. Bik dit qu'à ce qu'il sache, le chef de cet endroit ne vient pas du clan Kim, mais cela ne lui importe pas beaucoup de l'utiliser pour lui. Kim Sojin lui demanda immédiatement pourquoi il en avait besoin. Entendant sa question, Bik éclata de rire, disant qu'il était trop audacieux pour un débutant, mais aussi brusque. Après ces paroles, Bik changea de visage et demanda s'il essayait réellement d'accomplir quelque chose. Après avoir posé la question, Bik commença à libérer brusquement son énergie puissante, si puissante que Kim Sojin en eut des frissons. Le système lui signale immédiatement qu'il pouvait utiliser certaines de ses compétences de convocation. Une seconde plus tard, le système l'informa également que la compétence de convocation immunité à l'intention de tuer était activée. Après avoir activé cette compétence, le système informa Kim Sojin que maintenant, l'intention meurtrière ne l'affectait plus. Quand Kim Sojin se sentit en sécurité, il demanda à Bik ce qu'il faisait, à quoi il répondit en lui demandant s'il ne ressentait vraiment rien. Kim Sojin lui répondit qu'il ressentait un frisson. En entendant sa réponse, Bik sourit et dit qu'il était un enfant inhabituel, mais que le directeur le cherchait. Kim Sojin répéta ces mots concernant la quête du directeur. Bik répondit positivement en disant que puisqu'il y avait un programme d'échange entre la Vénérable Académie des Arts Martiaux et cet endroit, il devrait être curieux de voir le nouvel étudiant. En se retournant et commençant à partir, Bik dit à Kim Sojin de le suivre. Après un moment, ils traversèrent la forêt. Bik se tourna brusquement vers lui et demanda quelle atmosphère régnait dans cet endroit. Kim Sojin, surpris, lui demanda de quelle atmosphère il parlait. Bik commença à lui dire que la faction orthodoxe et la secte démoniaque s'étaient enfin unies après 70 ans, et que l'atmosphère n'avait-elle pas changé là-bas? La secte démoniaque et la faction orthodoxe étaient ennemies depuis longtemps, donc cela devait être un choix difficile. Kim Sojin commença à comprendre que c'était une faction orthodoxe et que Galgal lui-même venait d'une secte démoniaque, et cette personne dit qu'ils s'étaient unis après 70 ans. La situation était donc approximativement compréhensible, et maintenant il était clair pourquoi Galgal avait été attaqué. Cela devait être sous cet endroit qu'il désignait comme une secte démoniaque, et ceux qui attaquaient Galgal ne voulaient pas s'unir à la faction orthodoxe. Cela devenait de plus en plus problématique. Bik ne reçut pas de réponse, se tourna vers lui et dit qu'il n'avait pas à répondre s'il ne le voulait pas. Kim Sojin répondit en se touchant la tête, ce qui n'était pas si grave. Bik rit et dit que c'était bien, qu'il y avait aussi des dissidents dans la faction Murom orthodoxe, donc il devrait être plus prudent ici. Kim Sojin le remercia immédiatement de ses conseils. Bik sourit méchamment. Mais alors, il effaça brusquement son sourire et se dirigea vers la route, disant qu'il irait plus loin tout seul. Lorsque Kim Sojin commença à partir, Bik lui dit enfin qu'il ne devrait pas croire tout ce que dit le directeur. Après avoir marché un peu le long du chemin, Kim Sojin vit une maison et devant celle-ci se trouvait un panneau avec l'inscription « Directeur ». Il expira immédiatement et pensa que c'était une inscription très claire. Mais quand il entra dans la propriété de la maison, il se sentit comme paralysé. Quand il reprit ses esprits, Kim Sojin vit un rapport du système qui indiquait 45 minutes et 32 secondes. Kim Sojin chassa le système d'un geste agacé et demanda à voix haute ce que tout cela signifiait et d'où cela venait. Au même moment, Kim Sojin entendit une voix lui disant d'entrer. Après avoir accepté, il commença à regarder autour de lui et demanda s'il y avait vraiment quelqu'un assis quelque part. Mais peu de temps après être resté debout dans la rue, il ouvrit la porte et vit un vieil homme assis par terre, en train d'écrire quelque chose avec une brosse. C'était Chong-Wright, le directeur de la Vénérable Académie des Arts Martiaux. Chong-Wright parla immédiatement sans même regarder Kim Sojin, ce qui signifiait qu'il avait été envoyé dans une secte démoniaque et qu'il l'avait attendu pendant un certain temps. Kim Sojin s'inclina devant lui et demanda pardon, disant qu'il aurait dû venir le voir immédiatement après son arrivée ici. Chong-Wright lui répondit en continuant d'écrire avec sa brosse qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser. Après avoir entendu cela, Kim Sojin lui demanda pourquoi il voulait le rencontrer à 100. Chong-Wright répondit que ce n'était certainement pas pour le fixer. Les gens de la faction orthodoxe pensent que les membres d'une secte démoniaque ont des cornes et boivent du sang humain, mais il y a quelques différences entre eux et une secte démoniaque, n'est-ce pas? Kim Sojin lui répondit qu'il était d'accord avec lui.
Après avoir posé sa brosse et pris le papier entre ses mains, Chong-raït continua à dire que, de plus, les gens de la faction orthodoxe pensent qu'ils sont bien meilleurs que ceux d'une secte démoniaque, et quel était son avis là-dessus. Kim Sojin répondit négligemment qu'il pouvait penser ce qu'il voulait. Chong-raït se leva et lui demanda à nouveau, même si cette liberté pouvait nuire à beaucoup de gens. Kim Sojin se toucha le visage et répondit qu'il n'en était pas sûr, mais même si c'était le cas, on ne devrait pas les priver de leur opinion. Après avoir entendu sa réponse, Chong-raït rit aux éclats et dit que le gamin de la secte démoniaque protégeait donc la faction orthodoxe. Descendant d'une marche, il lui dit qu'il avait une demande. Kim Sojin répondit immédiatement qu'il espérait que ce ne serait pas le cas, car il demandait l'aide d'un gamin d'une secte démoniaque, ce qui ne correspondait pas à son statut. Chong-raït lui répondit qu'il devait devenir le meilleur étudiant de l'académie. Kim Sojin fit une moue mécontente et lui demanda s'il l'écoutait vraiment et qu'est-ce que cela signifiait d'être le meilleur étudiant. Chong-raït lui dit qu'il l'écoutait, mais qu'il devait devenir le meilleur et essuyer le nez d'un hypocrite de la faction orthodoxe. Au même moment, un système apparut devant Kim Sojin l'informant qu'une quête annexe avait été offerte par Chong-raït, le directeur de l'Académie des arts martiaux vénérables, pour devenir le meilleur étudiant parmi les nouveaux venus, avec une récompense spéciale et une malédiction d'un homme mort en cas d'échec, et moins le squelette d'un guerrier en cas de refus. Après avoir lu cela, Kim Sojin demanda avec méchanceté en lui-même dans quel endroit c'était une demande. Il pensait que la punition pour le refus était de moins invoquer le guerrier squelette, et c'était tout ce qu'il avait traversé. Ensuite, Kim Sojin entendit la voix de Young-raït lui demandant s'il ne voulait vraiment pas. Kim Sojin répondit d'une voix tremblante qu'il n'y avait pas du tout pensé et bien sûr, il le ferait. Kim Sojin expira avec colère, s'inclina à 90 degrés et dit que si cela en arrivait là, alors le directeur devrait prendre soin de lui. Chong-raït rit et dit qu'il était si modeste et qu'il n'était pas sûr qu'il y avait des personnes comme lui parmi les talents de la faction orthodoxe. Après avoir entendu ces paroles, Kim Sojin pensa avec colère que ce n'était pas une demande, mais qu'il lui demandait de l'aide mentalement et physiquement. Après cela, Chong-raït dit que c'était tout et qu'il pouvait partir. En accord avec lui, Kim Sojin part. Kim Sojin demanda à voix haute, en partant, s'il pensait vraiment pouvoir ruiner son plan de cette façon. Oui, il deviendrait même un meilleur étudiant sans rien faire. Et au même moment, lorsqu'il quitte la propriété de la maison, il se sent à nouveau paralysé. Quand il reprit ses esprits, il vit à nouveau le minuteur devant lui, qui indiquait déjà 20 minutes et 15 secondes. Cette fois-ci, il y avait une flèche au bas du minuteur qui pointait vers le côté. Voyant cela, Kim Sojin demanda avec irritation s'il devait vraiment aller où pointait la flèche maintenant. En expirant, il passa devant le système, qui se tint à nouveau devant lui et montra la flèche. Kim Sojin lui demanda s'il était un voyageur ou quelque chose du genre, supposant qu'il pourrait y avoir une sorte de trésor. Les yeux de Kim Sojin s'illuminèrent et il dit joyeusement que si c'était des pièces d'or, c'était magnifique. Après cela, il se précipita joyeusement vers l'endroit où la flèche pointait, mais au lieu d'une pile d'or, il trouva un escalier qui descendait. Kim Sojin s'écria joyeusement qu'il y avait vraiment un trésor ici. Décidant de descendre, il entreprit joyeusement le voyage, mais avant même de faire quelques pas vers le bas, il entra en collision avec un homme qui montait. Ils se sont heurtés si fort que l'homme tomba un peu, mais se releva rapidement et demanda à Kim Sojin qui il était et ce que l'étudiant avait oublié ici. Il vaudrait mieux pour lui de disparaître. Après avoir dit ces mots, l'homme commença à regarder autour de lui et devant Kim Sojin apparut un système avec un minuteur qui avait déjà expiré. En y pensant, un terrible rugissement se fit entendre en bas des escaliers. L'homme dit immédiatement qu'il était trop tard et que le fantôme blanc de Rakash s'était réveillé. Kim Sojin lui demanda ces paroles avec surprise, mais l'homme ne le remarqua pas et regarda en bas des escaliers avec peur sur son visage. Quand l'un des murs se brisa et qu'un fantôme blanc apparut, l'homme se mit à courir en criant. Mais le fantôme blanc réussit à transpercer son estomac, le tuant ainsi. Kim Sojin regarda avec surprise et le fantôme blanc jeta l'homme, regarda fixement Kim Sojin et se dirigea vers lui. Kim Sojin ne perdit pas la tête et invoqua rapidement le guerrier squelette. Dès que les os du squelette se rassemblèrent, il attaqua le fantôme blanc. Le fantôme blanc riposta et parvint à détruire les os du squelette. Voyant cela, Kim Sojin cria bruyamment « Galgal Mark II », s'accrocha au sol avec ses mains, se releva du sol et, après avoir activé une partie des compétences de Shinwobik, il demanda dans les airs pourquoi il l'avait amené ici. Le fantôme blanc, ne voulant pas attendre plus longtemps, commença brusquement à attaquer Kim Sojin de loin. Cette fois-ci, Kim Sojin parvient facilement à esquiver toutes les attaques. Puis, en sautant haut, il frappa le fantôme blanc sur la tête avec son épée de toutes ses forces. Mais il sembla que cela ne suffisait pas pour vaincre Kim Sojin, qui fut frappé en retour et fut projeté à une certaine distance avant de retomber au sol. Kim Sojin leva une main vers le ciel et prononça les mots « Galgal »,
mais lorsqu'il remarqua que le fantôme blanc s'approchait de lui, il se releva rapidement du sol et lui demanda avec férocité et mépris s'il pensait vraiment qu'il mourrait si facilement. Il se précipita pour l'attaquer, et le fantôme blanc fit de même. En évitant ses griffes, Kim Sojin se retrouva sous lui et parvint à lui infliger plusieurs bonnes blessures. Ces actions irritèrent énormément le fantôme blanc, et sans avoir le temps d'esquiver son attaque frénétique, Kim Sajan fut projeté droit vers un arbre. En relevant la tête et en regardant le fantôme, Kim Sajan lui dit qu'il n'était toujours pas mort. Sans lui laisser finir, le fantôme se précipita vers lui pour la dernière attaque. Mais soudain, le squelette de Shinwobik tomba sur lui, et Galgal parvint à couper le tentacule avec lequel le fantôme blanc essayait de tuer Kim Sajan. Kim Sajan se releva immédiatement et demanda à Galgal pourquoi cela avait pris autant de temps, affirmant qu'il aurait pu mourir pendant ce temps. Pendant que Kim Sajan le regardait, Galgal prononça le mot « Galgal ». Kim Sajan s'exclama alors que le deuxième round commençait. Comprenant que c'était un signal pour attaquer, Galgal se précipita brusquement vers le fantôme blanc. Kim Sajan se joint également à l'attaque. Voyant cela, le fantôme blanc commença à les attaquer de loin. Kim Sajan et Galgal parvinrent facilement à les éviter et à infliger simultanément un double coup au fantôme sur ses épaules. Après avoir entendu son rugissement, Kim Sajan, se tenant dans la même position que Galgal, lui dit qu'il devrait lui botter les fesses, mais gentiment. Entendant ces paroles et réalisant qu'il ne pouvait pas faire face aux deux en même temps, le fantôme blanc commença à s'enfuir. Kim Sojin ordonne immédiatement à Galgal de le rattraper, et Galgal parvient rapidement à le rattraper et à le frapper à la gorge, le faisant rouler sur le dos. Kim Sajan s'approcha de lui et, utilisant la compétence Galgal Mark II, dit au fantôme blanc en l'insultant que c'était la revanche pour Golgo Mark II. Après ces paroles, Kim Sajan utilisa le point du vide pour frapper la poitrine du fantôme blanc, à l'endroit où il l'avait frappé auparavant avec son épée. Le coup était si puissant que Kim Sojin perça sa poitrine, le tuant ainsi. Le système l'informa immédiatement que le fantôme blanc de Rakash avait été détruit, et maintenant il pouvait ajouter le fantôme blanc de Rakash à son appel. Voulait-il l'ajouter? Kim Machin était très surpris. Puis, regardant le cadavre du fantôme blanc, il se demanda s'il pouvait vraiment invoquer cette chose et ce que c'était. Après quelques secondes, Kim Sejin commença à entendre beaucoup de pas venant dans sa direction. Il regarda rapidement du côté de Galgal pour s'assurer qu'il était parti, et lorsqu'il vit qu'il n'était plus là, il accepta immédiatement l'offre du système. Après avoir accepté, la chair et la peau du fantôme blanc disparurent, ne laissant que les os. Les personnes qui accouraient furent très surprises par ce qu'elles voyaient. Certaines se demandaient d'où venait le fantôme blanc de Rakash, tandis que d'autres couraient vers le cadavre de l'homme, disant que c'était le professeur Hong Chong. Wright se trouvait également parmi la foule et cria soudainement à tous de se taire. Les gens se turent immédiatement et se figèrent sur place. Chong Wright regarda d'abord le cadavre du fantôme blanc, puis Kim Sojin, et commença à lui poser des questions sur ce qui s'était passé ici et comment il avait fini ici et comment il avait tué le fantôme blanc. Kim Sojin lui répondit positivement en disant qu'il était venu ici parce qu'il avait entendu un bruit et que le fantôme blanc l'avait immédiatement attaqué, il a donc dû le tuer. Après avoir entendu sa réponse, Chong Wright dit avec surprise qu'il n'était pas si facile de résister au fantôme blanc. Mais il voulait savoir pourquoi le professeur Hong était également ici. Kim Sajan répondit qu'à son arrivée, le professeur Hong était déjà dans cet état, donc il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Après avoir entendu ces paroles, Chong Wright conclut qu'il avait été blessé par les pattes d'un monstre. Après un court silence, Chong Wright dit à Kim Sojin qu'il avait failli être blessé lui aussi, donc il pourrait rentrer dans sa chambre et s'il avait des questions, il pouvait venir le voir. Kim Sajan acquiesça et s'inclina avant de partir. Une fois que Kim Sajan fut parti, Big Sao s'adressa immédiatement à Chong Wright, disant que le fantôme blanc de Rakash était de nouveau ressuscité et qu'une terrible tragédie avait frappé les professeurs Hong. Il disait juste qu'il renvoyait l'enfant, car il était le seul témoin de ce qui s'était passé. Sunrise lui rétorqua vivement que, comme il l'avait dit, c'était encore un enfant et ne pouvait en aucun cas être lié au fantôme blanc de Rakash d'une quelconque manière, et que c'était grâce à lui que le monstre n'avait pas atteint l'académie. Big Sao cria également avec véhémence qu'il s'agissait toujours du fantôme blanc de Rakash, et qu'importe l'âge de l'enfant. Chong Wright lui répondit, mais d'une voix calme, Chong Wright répondit que si réellement il y avait un moyen d'invoquer le fantôme blanc de Rakash, les plaines centrales seraient déjà noyées dans le sang. Après lui avoir répondu, Chong Wright se tourna vers le reste des personnes et leur dit de s'assurer qu'il n'y avait pas de panique parmi les étudiants. Pendant ce temps, Kim Sajan disait à Golgo, qui venait d'arriver vers lui, qu'il semblait ne pas avoir tout gâché, mais qu'ils étaient quand même secoués en parlant. Puis, se rappelant brusquement qu'il pouvait désormais invoquer le fantôme blanc, il tendit la main et l'invoqua pour vérification. Le système l'informa immédiatement qu'il avait invoqué le fantôme blanc de Rakash,
et après quelques secondes, des os commencèrent à s'élever du sol et à se rassembler. Dès que le squelette du fantôme blanc fut reconstitué, il se mit à grogner. Kim So-jin lui ordonne immédiatement de ne pas faire de bruit, ce à quoi il obéit immédiatement. Voyant ses actions, Kim So-jin pensa qu'il s'avérait être capable de le faire. Après ses réflexions, Kim So-jin s'approcha de Dogle et lui tapa sur l'épaule avec un sourire en disant qu'il accepterait la recrue. Dogle s'approcha du fantôme blanc, la main tendue, mais le frappa brusquement, ce qui le fit grogner. Ils commencèrent alors à se battre, bien que Golgo semblait clairement remporter ce combat. Voyant leurs actions, Kim So-jin, restant en retrait, leur dit qu'ils ne devraient pas se quereller et ne pas lui causer de problème. Golgo entendit ces paroles, resta immobile pendant une seconde, puis se mit à frapper le fantôme blanc encore plus fort et plus rapidement. Kim So-jin bâilla, étira les bras en l'air et dit que les cours commençaient demain et qu'il était très fatigué. Puis, pointant brusquement la main dans la direction du fantôme blanc, il lui dit qu'à partir de maintenant, il était Galgal Mark III. Après ces paroles, il mit fin à l'invocation, puis se prépara à partir, disant à Golgo qu'il était temps de rentrer. Golgo se figea immédiatement à ces paroles, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Kim So-jin, ressentant quelque chose, lui demanda ce qu'il avait fait. Lorsqu'ils retournèrent dans la chambre de Kim So-jin, ce dernier découvrit un trou dans le plafond de la taille d'un homme. Il demanda immédiatement à Galgal, surpris, ce que c'était. Galgal prononça le mot « Golgo » avec crainte. Auparavant, lorsque Kim So-jin l'avait appelé, Golgo s'était précipité vers lui sans hésitation, créant ainsi un trou dans le plafond, oubliant complètement la fenêtre. Kim So-jin soupira, s'affaissa sur le lit et regarda la lune à travers le trou. Mais après quelques secondes, il remarqua quelque chose de brillant qui volait vers lui. Lorsque c'était très près, Kim So-jin réalisa que c'était une lame. Il pensait déjà qu'il allait mourir, mais Galgal détourna immédiatement cette lame, la plantant dans le mur. Se demandant ce que c'était, Kim So-jin arracha violemment le couteau du mur et remarqua qu'il y avait un papier dessus. Il le prit et l'ouvrit. Un message était écrit dessus, indiquant qu'il devrait se rendre à l'arrière du dortoir ce soir après l'extinction des lumières. Choqué par cela, Kim So-jin regarda Golgo et lui demanda si ce n'était pas une lettre d'amour. Golgo lui répondit en prononçant le mot « Golgo » 2 fois. Furieux, Kim So-jin retomba sur le lit et demanda brusquement avec colère s'il était vraiment un chien qui viendrait au premier appel, s'il n'allait pas y aller. Quand la nuit tomba, Kim So-jin et Galgal étaient déjà endormis. La fille qui l'attendait sur l'arbre pensait que l'heure du rendez-vous était déjà passée. Bien qu'il soit un jeune chef de culte, il ne pouvait pas forcer le chef de l'escouade de la pleine lune à attendre en vain.